Bonsoir à tous, je suis Caroline Renoux, donc la directrice générale et fondatrice de Burdeo. Je suis ravie ce soir de vous présenter avec Anne-Claire de Finance for Tomorrow les résultats de notre étude sur la publication des métiers de la finance durable. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fondé Burdeo et depuis 2017 et vraiment en 2019, j'ai vu beaucoup de choses évoluer au niveau des profils en finance durable. Donc, à la fois demande des entreprises et également demande des candidats jeunes et moins jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associés. On voulait en savoir plus sur ces métiers et ces compétences. Je vais laisser la parole à Anne-Claire désormais. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous et bienvenue. Effectivement, on est ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette étude qu'on a menée avec Burdeo sur les métiers de la finance durable. Ça a vraiment été un beau projet de collaboration et qui nous a permis, je pense, de varier aussi nos perspectives de travail. Et vraiment, avec ce thème, je pense, et j'espère aussi que la conférence et cette collaboration avec Burdeo de manière plus globale va permettre d'apporter des idées nouvelles parce que vraiment, pour nous, avec ce sujet, ce n'est pas forcément évident qu'une initiative comme Finance for Tomorrow prenne en main cette question. Ce qu'on voulait vraiment, c'était montrer que la finance durable, c'est une globalité et que si on veut transformer le secteur financier vers plus de durabilité, eh bien, il est aussi indispensable de transformer les métiers, à la fois les nouveaux métiers qui vont se créer, mais aussi les métiers existants qui ont besoin de se transformer pour répondre à ces enjeux d'alignement à la fois avec les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Dans le cadre de tous nos travaux, on a vraiment voulu montrer que ce sujet, à la fois des métiers, mais aussi, in fine, de l'emploi, était également un facteur et une question d'attractivité pour la place de Paris, de montrer que à la fois, il y a ce besoin de formation, mais en même temps, et ça va être aussi un peu l'objet de la conférence de ce soir, montrer qu'il y a aussi un lien très important avec la question de l'éducation, puisque pour attirer des jeunes talents, les entreprises ont aussi besoin de montrer qu'elles s'engagent sur ces sujets-là, mais de l'autre côté aussi, les entreprises qui ont besoin de recruter de nouvelles compétences ont aussi ce besoin d'avoir des étudiants qui sont formés sur ces questions et qui sont formés à la fois sur ces questions en tant qu'experts, mais aussi avec des profils parfois plus généralistes qui peuvent répondre à ces enjeux-là de transition vers une économie bas carbone, inclusive et solidaire. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a voulu faire un parallèle. Donc on va rapidement, pour vous exposer le programme, on va avoir une présentation de Anne Courtois de Gors qui a réalisé cette étude avec Natacha Boric dans l'équipe, qui vont pouvoir vous exposer un peu les enjeux de l'étude, quelques données et chiffres clés. Et puis, on a proposé non pas à des professionnels du secteur d'intervenir, mais en écho à des acteurs de l'éducation, notamment des responsables et professeurs de master, Catherine Cariotis de Neoma, Alexandre Rambaud d'AgroParisTech et puis Christophe Reluilly de Kedge, que je remercie de leur présence avec nous aujourd'hui. Et puis, pour faire écho à tout cela, on a souhaité aussi convier les étudiants du Manifeste pour un réveil écologique, Léa Méléard et Michel Combert, qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour réagir et nous donner un petit peu leur vision de ce sujet. Et enfin, en conclusion, on passera rapidement vers l'anglais parce que on a tenu à inviter Stephen Nolan, qui est le CEO du réseau Financial Centers for Sustainability, encore un acronyme, FC4S, dont le secrétariat est assuré par l'ONU Environnement et qu'on a le plaisir de co-présider Finance for Tomorrow et donc pour Paris avec le Shanghai Green Finance Committee depuis 2 ans. Et ce réseau, qui réunit une trentaine de places financières engagées sur les sujets de durabilité, se mobilise aussi sur cette question de la formation en parallèle de notre travail qui sera, on l'espère, une brique à tout cela. Et l'idée est notamment de peut-être pouvoir, in fine, proposer à la Commission européenne de mettre en place un plan de formation plus largement
au niveau des différents pays européens. Donc, vous voyez, l'ambition est grande. Et donc, on espère vraiment que ça va susciter aussi des questions de votre côté. N'hésitez pas à pouvoir aussi poser des questions tout au long du séminaire sur le chat. On essaiera d'en prendre dans la mesure du possible à la fin. Et puis, dernier point que j'ai oublié, mais important, je veux remercier les 120 personnes qui ont répondu au questionnaire que l'on a diffusé en complément de l'étude qui a été réalisée. Et puis surtout, peut-être vous encourager aussi, si vous ne l'avez pas vu passer, on le repartagera à l'issue de la conférence, à répondre au questionnaire justement du réseau FC4S que Stéphane Nolan va nous présenter en conclusion. Parce qu'il mène une étude comparative sur les besoins de formation en finance durable dans différents pays européens. Donc, bien entendu, notre étude va pouvoir alimenter leurs travaux. Mais si vous pouviez prendre quelques minutes de votre côté pour que on puisse avoir des données aussi comparatives pour la France, ce serait vraiment, vraiment super. Voilà, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Bonne conférence à tous et puis merci d'avance à nos intervenants. Natacha, Anne, la parole est à vous. Natacha, tu es restée en mute, micro off. Voilà. Merci beaucoup Caroline et Anne-Claire pour ces mots d'introduction. Je vais tout de suite partager mon écran pour vous présenter l'étude sur les métiers de la finance durable. Donc, merci à tous pour votre présence ce soir, pour votre intérêt pour ces sujets. Je voudrais vraiment commencer par remercier Anne Courtois de Gors pour tout son travail à nos côtés, à mes côtés sur cette étude. Alors, pour vous présenter les grandes étapes de la présentation, je vais commencer par faire un rappel du contexte et de la méthodologie envisagée. Anne pourra tirer les principaux enseignements de la phase exploratoire et enfin, j'essaierai de vous présenter quelques pistes de réflexion pour les étapes ultérieures et notamment les résultats du questionnaire. Alors, très rapidement pour le contexte, on part évidemment du postulat principal, même de Finance for Tomorrow, en réalité, que la transition écologique, la transformation vers un modèle économique inclusif est une urgence, par exemple, et là, le secteur financier a un rôle clés à jouer dans cette transformation. Donc, pour l'illustrer, les objectifs de développement durable sont à l'échéance 2030 et on estime les besoins à plus de 5 000 milliards de dollars d'investissement annuel pour les atteindre. Donc, évidemment, face à ces besoins, des engagements, des initiatives émergent. Le secteur financier est très mobilisé. Et notre constat, c'est que cette transition ne pourra pas être conduite efficacement sans de nouveaux métiers, sans une intégration de l'ESG, de l'impact dans les métiers existants en finance. Pour le dire autrement, on pourrait dire que le développement durable, le financement du développement durable n'est pas une affaire d'opinion, mais bien de compétences. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un état des lieux des métiers, des emplois spécialisés dans la finance durable, donc dans les activités et les missions de la finance durable, pour bien comprendre cette transformation et l'accompagner du mieux possible. La méthodologie envisagée pourrait être décrite en 3 étapes. Donc, d'abord, une phase exploratoire qui a consisté en des entretiens individuels avec des experts de la finance durable, mais aussi des responsables des ressources humaines, parce qu'il est indispensable que ces responsables soient impliqués et embarqués dans ce travail. Enfin, une phase plus collaborative avec les membres de Finance for Tomorrow et les fédérations professionnelles, où on a cherché à enrichir la typologie des activités de la finance durable dans une approche référentiel métier qui est un outil majeur pour les responsables des ressources humaines. Enfin, l'ébauche d'une phase quantitative. Donc là, on est déjà sur du moyen terme dans l'étude, mais aussi sur des pistes futures avec différents moyens d'enquête possibles. Donc, dans une approche bottom-up, une enquête auprès des acteurs du marché qu'on a menée, qui sert plutôt à identifier les activités, exprimer des besoins, et une enquête auprès des responsables des ressources humaines, plutôt pour quantifier les volumes d'emploi, mais qui nécessitera un travail lié au système d'information et au référentiel métier. Et donc, on est déjà plutôt sur du moyen terme. Voilà, je passe la main à Anne pour la suite et je reste disponible pour passer les slides, bien sûr. N'hésitez pas.
Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, dans cette phase exploratoire, on a réalisé une douzaine d'entretiens, essentiellement auprès d'experts en poste, à la fois dans des grands groupes bancaires ou assurantiels, mais aussi des PME spécialisées dans le financement et l'investissement. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre leur métier, d'identifier les freins et leviers au développement de leur mission. On a interviewé en complément quelques DRH et quelques experts externes, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et du conseil. Natacha, c'est vous qui devez… Voilà, merci. Donc, les principaux enseignements de l'étude, en fait, de cette phase exploratoire, pour commencer, donc, sur les rôles et missions de ces experts, et notamment leur métier, on les trouve aujourd'hui à peu près dans toutes les lignes métiers, au niveau corporate pour les équipes RSE notamment, de façon isolée en fait en R&D, à la gestion des risques ou au marketing, on va trouver quelques experts, mais pas en petite équipe spécialisée comme on peut les trouver en core business dans les équipes d'investissement par exemple, et absents et quasi absents des équipes commerciales. Donc, tous ont des intitulés de poste qui sont très, très variés et souvent avec des terminologies anglo-saxonnes. Alors, leurs missions sont assez étendues et finalement assez différentes. Dans les grands groupes, il semble qu'il y a une répartition des territoires entre les équipes RSE et les équipes ESG. La RSE est en charge de la stratégie et du reporting. Les équipes ESG sont vraiment en charge de la déclinaison des politiques d'intégration. Donc, ils vont travailler sur les outils, processus et l'acculturation des équipes opérationnelles. Ils ont un pouvoir d'influence assez variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des seniors qu'on pourrait qualifier de stratèges intégrateurs qui, eux, vont pouvoir siéger dans les plus hautes instances et à l'opposé, un analyste isolé qui va produire, concevoir et produire des notes de recommandation sans avoir néanmoins la capacité de les implémenter. Tous ont un rôle transverse d'intégration, à minima à travers de la sensibilisation des équipes avec lesquelles ils travaillent. Alors, en ce qui concerne les facteurs clés de réussite de leur mission, donc ils ont insisté sur le profil senior qui était assez déterminant dans la capacité à imprégner finalement l'ensemble de l'organisation sur ces sujets, un profil senior avec un double parcours finance ESG ou alors une expertise en conduite de plan de transformation. Mais c'est à cette condition et avec des profils comme ça que l'ESG peut s'intégrer dans les pratiques. L'implication des hauts dirigeants est évidemment une condition nécessaire et elle n'est pas toujours présente. Le niveau de connaissance des opérationnels est déterminant également et aujourd'hui, c'est de l'avis de ces experts clairement un frein au développement de la finance durable dans les entreprises. La demande des clients, tous reconnaissent qu'elle est effectivement croissante, mais elle est encore insuffisante et variable selon leur appartenance sectorielle, notamment chez les investisseurs. Et puis le type d'activité qui est plus ou moins mature, c'est-à-dire qu'ils ont évoqué le fait que dans les activités de financement et de gestion d'actifs, l'ESG était pratiqué depuis pas mal d'années, bien intégré, mais qu'elle était moins répandue dans les activités de marché, qu'il y avait aussi des produits qui s'y prêtaient moins. La synergie entre équipe RSE et ESG peut constituer un levier et aujourd'hui, elle serait insuffisante du point de vue de certains des experts interrogés. Et puis, il y a évidemment la réglementation et la pression concurrentielle qui constituent des leviers au développement de la finance durable. Alors, ce sont des métiers qui sont encore mal identifiés et qui continuent d'évoluer. On a l'impression que ce sont des lignes métiers assez peu matures. Ils ont émergé souvent à travers des initiatives un peu
bottom-up. La plupart des experts seniors ont créé leur poste et l'ont sollicité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les DRH, en fait, elles ne répertorient pas ces métiers. Alors, c'est vrai que c'est un domaine d'expertise qui est complémentaire des métiers de la banque ou de l'assurance, mais ces compétences, les compétences ESG, n'apparaissent pas dans les fiches métiers des référentiels, que ce soit dans la banque ou l'assurance aujourd'hui. Et elles ne sont évidemment pas mentionnées dans les systèmes d'information RH. Ce qui fait que les DRH comprennent la RSE, enfin elles savent ce que c'est que la RSE parce qu'elles contribuent au moment du reporting à la clôture de l'exercice, mais elles travaillent en lien avec les équipes RSE, mais elles connaissent très mal les métiers liés à la finance ESG. Alors, on voit ces métiers également évoluer en termes de tendance. En fait, il est vraisemblable que les expertises thématiques se développent en lien avec la finance, le développement de la finance à impact, puisque de plus en plus, on fait référence aux ODD pour rapporter sur des monosujets finalement. Alors, le climat, qui est le sujet le plus investi par le secteur, mais à terme, il y a des secteurs qui vont être intéressés pour cibler pour atténuer les dégâts de biodiversité, travailler sur les sujets sociaux en fonction des profils des investisseurs, évidemment. Ce sont des métiers qui se technicisent également, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est des métiers qui s'apparentent à du développement de produits. Il y en a pas mal qui travaillent sur de la conception de nouveaux produits, sur de la construction de portefeuilles, avec là un sujet de complexité des données à traiter qui est pas négligeable. Et puis des experts également de plus en plus transverses. Donc, on a un peu des axes antinomiques, si je puis dire, entre la technicité, le pointu, le thème et la transversalité. Donc là, ça s'adresse plus à des seniors qui, eux, vont être, dont la mission va être dédiée à l'intégration, qui vont animer en fait des comités, des groupes de travail transverses pour regrouper différents métiers et travailler sur les processus. Alors, les enjeux RH, c'est avant tout la formation professionnelle, hein, puisque la plupart ont témoigné du fait qu'aujourd'hui, les opérationnels, et notamment les commerciaux ou les gestionnaires, étaient très peu formés sur ces sujets. Et bon, c'est vraiment un frein, une fois encore, à l'intégration. Mais aussi dans la gestion des risques, la R&D, le marketing de l'offre, où on a vu que finalement, il y avait assez peu d'experts dans ces métiers-là. Et donc, cette formation, elle devrait se traduire. Il y a déjà des choses qui émergent en matière de formation collective. Il y a des plans dans des grandes organisations qui sont en cours de préparation. Et il y a en tout cas des appels d'offres en fait, qui sont de plus en plus nombreux sur ce sujet. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les formations qui sont dispensées sont essentiellement des formations individuelles et le plus souvent à la demande du salarié qui veut se former. Un autre enjeu, c'est la seniorité de ces experts, puisque tous nous ont dit les organisations avaient besoin de seniors pour avancer et pour que le processus d'intégration puisse se faire. Des seniors donc, qui connaissent bien l'organisation et avec cette double compétence dont on a parlé. Et parce que c'est à cette condition qu'ils auront la capacité d'influencer les managers au plus haut niveau. Et la difficulté donc d'un marché en tension, puisque ce sont des métiers rares, avec la nécessité en parallèle de définir donc des parcours internes si on veut pouvoir disposer de seniors avec ces parcours.
Et puis, le troisième enjeu, c'est l'intégration et la fidélisation des jeunes talents. Puisque les jeunes talents, les jeunes ont de fortes attentes sur ce sujet. Donc, quand ils rentrent dans une organisation, le risque est grand de les décevoir. De l'avis de certains experts, l'offre de formation initiale, en fait, elle serait aujourd'hui satisfaisante. Elle s'est beaucoup développée. Là où il y a encore 2-3 ans, c'était très difficile d'avoir des profils des jeunes diplômés avec ce double parcours finance RSE ou finance ESG. Là, aujourd'hui, l'offre existe, mais l'organisation doit veiller à les garder parce qu'ils n'ont pas de réticence à partir s'ils sont déçus. Et je vous laisse, Natacha, c'est à vous là, je ne sais plus. Oui, il y a un bug sur la présentation, mais Sur le titre. effectivement, je peux donc continuer sur les pistes de réflexion pour les étapes ultérieures. Donc, effectivement, en termes de conclusion, si on cherche, si on identifie les tendances du marché de l'emploi, on peut dire qu'il est vraisemblable que la montée en compétences sur l'ESG va s'accélérer pour toutes les équipes du secteur financier sous 2-3 ans. Ça, on sait que ça dépendra fortement de l'implication des hauts dirigeants et on sait que ce sera aussi soutenu par la réglementation financière, notamment européenne. Donc, c'est une tendance forte. En revanche, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un accroissement net du nombre d'experts? Ça reste une question plus ouverte. Ce qu'on pense voir plutôt, c'est une forte mise en œuvre de plans de formation collective, l'intégration de nouvelles compétences techniques qu'on relie encore une fois à la notion d'impact puisqu'il faut démontrer des résultats sur le terrain, les projeter dans le temps. Et enfin, un rôle accru des experts en place avec des questions ouvertes sur leur rôle, leur place dans les institutions, leur futur parcours et la valorisation de leurs compétences. Pour aller plus loin, ce qu'on a remarqué au fil de notre étude et notamment dans les échanges avec les responsables des ressources humaines, c'est qu'à ce stade, la finance durable n'étant pas intégrée dans les référentiels métiers, il n'y a pas de moyen de faire remonter une information à grande échelle depuis les systèmes d'information RH. Donc, il semblerait qu'un travail prospectif soit à mener sur les métiers et les compétences pour réussir à embarquer les RH dans ce travail. Et ce, notamment avec les fédérations professionnelles. Donc, d'autres pistes pour chercher à toujours avancer, faire avancer le marché avec les outils dont on dispose. Donc, on pense qu'il serait extrêmement utile dès à présent de suivre la montée en compétences. Et ça, les outils sont disponibles, les indicateurs liés à la formation sont disponibles. C'est une volonté à mettre en place que de suivre le niveau de formation en finance durable. Et enfin, définir le profil des métiers de la finance durable. Donc là, on est plutôt dans une approche bottom-up pour consulter directement les professionnels et essayer ainsi de mieux comprendre leurs activités et commencer à nourrir en réalité cette vision prospective sur les métiers. Donc là, on est notamment passé par le réseau d'adhérents de Finance for Tomorrow où on a cherché à recueillir auprès de chaque salarié la proportion de son activité dédiée à la finance durable pour essayer de nourrir cette typologie des niveaux d'intégration par métier et voilà, comprendre les métiers, exprimer le besoin de formation professionnelle. Alors, je vais prendre quelques minutes rapidement pour vous présenter les résultats de cette première enquête. Alors, simplement rapidement, je vous laisse jeter un œil à la liste des personnes interviewées et je souhaitais vivement les remercier pour le partage de leur vision et de leur expérience qui a vraiment nourri cette étude et nos travaux ces derniers mois. Alors, je vais en profiter pour vous présenter l'étude. Ah mince, je suis tout à la fin. Tant pis, vous en avez un aperçu. En tout cas, elle sera publiée dès demain matin, officiellement. Donc ça arrive avec son format final. Alors,
Donc, ce questionnaire a été lancé pour essayer de dépasser, en tout cas dans une première étape, la difficulté d'identification des experts. Donc, c'est vraiment une première version, une preuve de concept qui doit nous aider à construire une vision cohérente de l'intégration des enjeux de la finance durable dans les métiers de l'ensemble du secteur financier. Le questionnaire a reçu 123 réponses. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées. Donc, évidemment, on ne peut pas considérer que ça nous permet de créer un indicateur représentatif de la place financière de Paris. C'est vraiment un outil d'analyse qu'on espère pouvoir étoffer, bien sûr, avec le temps. Alors, pour commencer, donc, la question qui a été posée, quelle part de votre activité est consacrée à l'orientation des flux financiers vers les objectifs de développement durable et de l'accord de Paris? Donc là, c'était vraiment l'idée d'essayer de comprendre l'opinion des professionnels quant à leur propre activité et travail quotidien. Et on trouve ça très intéressant que plus de 36% plutôt, ont choisi 10. Ça veut vraiment dire qu'il y a une identification entre l'activité et cette mission. C'est une forme d'engagement qui nous semble forte ou en tout cas qui mérite d'être mise en avant. On leur a également demandé sur quel objectif, donc ODD, ils travaillent. Et on voit que le changement climatique, les énergies renouvelables et les infrastructures sont vraiment ce qui est le plus traité. On pense que ça peut être une spécificité française aussi avec le marché de l'infrastructure qui est très fort sur la place financière de Paris. Mais les autres ODD sont aussi traités, heureusement. Enfin, on a demandé avec quels acteurs ils interagissent, donc surtout pour avoir une vision d'ensemble. Donc, les gestionnaires d'actifs, les investisseurs, donc plutôt la vision investisseur, mais aussi les régulateurs et les ONG qui arrivent très haut dans le classement. Alors là, exercez-vous des activités rattachées à la finance durable? Si oui, lesquelles? Donc là, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire, cette typologie des métiers de la finance durable, les activités qui sont menées. Donc là, on voit que la première, avec près de la moitié des répondants, c'est l'analyse de données ESG. Quand on sait à quel point les données ESG sont au cœur des enjeux de la finance durable et du pilotage de la transition écologique, c'est extrêmement intéressant de savoir que ça arrive aussi haut. Et donc ensuite, l'investissement, le reporting, les affaires publiques. Donc beaucoup de choses très intéressantes. Malheureusement, on note que la distribution de produits arrive très bas. Or c'est vraiment important. Alors évidemment, il y a des biais dans les réponses, on en a conscience, mais ça donne une vision d'ensemble qui nous semblait intéressante. Ici, on a cherché à isoler par type d'activité à quel point les professionnels se sentaient impliqués face aux enjeux de développement durable. Donc voilà, le haut du panier avec les labellisateurs auditeurs, la recherche aussi, le conseil et le plaidoyer, et puis d'autres activités qui sont peut-être plus généralistes aussi, qui arrivent avec un niveau d'engagement un peu plus bas. On a analysé la diversité des titres et des métiers. On voit qu'il y a près de la moitié des professionnels qui sont vraiment indiqués finance durable, mais avec une diversité de termes très importante et pas forcément facile à appréhender à l'extérieur. Une hiérarchisation des titres qui est très importante et je vous laisserai rentrer dans le détail. Je noterai que même au plus haut niveau hiérarchique, les données ESG font partie de l'emploi. Donc ça semblait très intéressant. D'autres métiers plus spécialisés qui sont peut-être un peu en dehors de la finance durable alors que leurs activités sont extrêmement importantes pour nos objectifs. Et enfin, là, c'est donc une seule personne a le mot data dans son titre, alors même que c'est une des activités les plus importantes du secteur, donc c'est peut-être dommage. Et enfin, pour reboucler avec les résultats de l'étude, on voit que émerger le métier de coordinateur pilotage de stratégie climat. Voilà, c'est sûrement une tendance qui sera développée dans les prochains mois ou en tout cas qu'on va suivre. Parmi les professionnels les plus engagés, donc ceux qui ont voté 10, on ne peut pas trouver en tout cas à ce stade de tendance, peut-être dans une prochaine version. Donc c'est plutôt peut-être un engagement personnel qui est porté dans l'activité. En revanche, on voit que ces personnes qui ont choisi 10 sur 10 pour leur score ODD sont très peu présentes ou plutôt exercent très peu les activités de structuration de projets et de distribution de produits, alors même que ce sont des activités essentielles pour le développement de la finance durable. Donc ça, c'est sûrement une piste de travail aussi pour nous. Et enfin, pour finir, le sujet de la formation, mais ça, on aura vraiment l'occasion d'en parler avec le panel qui arrive. Peut-être
pas beaucoup de monde, moins d'un tiers des répondants qui expriment avoir suivi une formation et pourtant beaucoup de demandes sur le renforcement et la professionnalisation de la formation et même quelques conseils pour les futurs arrivants dans le secteur, donc que je vous laisserai explorer. Et peut-être simplement pour le mot de la fin, j'ai bien aimé cette remarque. Tout est à construire et à développer, les potentiels sont là. Voilà, donc je finirai là-dessus. Un grand merci pour votre attention. Je vais vous montrer la couverture et passer la main à Caroline et Anne-Claire pour le panel. Merci beaucoup. Merci Natacha, merci Anne. C'est très bien de finir par la formation. Comme évoqué par Anne-Claire au début, l'idée là, c'est vraiment d'avoir une mise en perspective des acteurs de l'éducation et par deux étudiants, notamment du Manifeste pour un réveil écologique. Donc, on va commencer par Catherine Cariotis de Neoma, ensuite Alexandre Rambaud pour AgroParisTech, Christophe Révelli pour Kedge, et puis on passera ensuite avec Léa et Michel pour les étudiants. En parallèle, n'oubliez pas, vous pouvez aussi poser vos questions dans l'outil, puisque l'idée, c'est de se garder 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Catherine, si vous voulez démarrer. Eh bien. Oui, bonjour à tous. Merci Caroline de me donner la parole. Merci à Anne-Claire et à Natacha pour la confiance qui nous font que de nous faire intervenir dans ce webinaire. Donc moi je vais me présenter en 2 mots et je vais présenter après le point de vue qui est celui qui est défendu par Neoma Business School. Donc je suis professeure de finance de marché et banque à Neoma depuis de très nombreuses années. Neoma étant la fusion entre Reims Management School et Rouen Business School depuis maintenant 7 ans. Alors, l'histoire du rapprochement entre Neoma et Finance for Tomorrow est née d'une idée que j'ai depuis un certain nombre d'années parce que je dirige un master en analyse financière à Neoma parce qu'en fait, Neoma, on va dire que l'analyse financière fait partie des gènes de l'ADN de cette école et on a créé un certain nombre de masters en finance et le master analyse financière internationale a 15 ans maintenant. Alors, l'idée est la suivante, c'est que je pense qu'il faut attirer les jeunes diplômés vers cette finance durable et je vous remercie pour cette étude que vous avez faite parce que les métiers de la finance durable sont inconnus d'un certain nombre d'étudiants. C'est en fait, la finance durable, c'est presque, je dirais même, une stratégie de niche pour les étudiants d'écoles de commerce, en tout cas pour ceux que je rencontre. Donc, l'idée, c'est de maintenir cette notion d'analyse financière et de rester sur ce savoir-faire historique et de mettre dans tous les cours, ou quasi tous les cours, un certain nombre de témoignages de professionnels, parce que les professionnels sont ceux qui vont recruter nos étudiants, et tous ces témoignages se font au travers d'établissements membres de Finance for Tomorrow. Alors, je cite un exemple. Quand les étudiants vont voir toutes les théories en gestion de portefeuille, il faut les faire réfléchir sur les modèles de gestion de portefeuille, on va dire mainstream, pour pouvoir démonter ces modèles et en créer de nouveaux. Mais avant, il faut qu'ils s'approprient ces modèles anciens qui sont malheureusement ceux du mainstream pour pouvoir en créer d'autres. Voilà l'état d'esprit par lequel on essaye d'attirer de plus en plus d'étudiants. L'autre exemple que je peux citer, c'est qu'on ne fait plus une analyse financière, on fait une analyse financière extra-financière en même temps.
au même titre qu'on va faire de la notation financière et extra-financière. Donc, je ne distingue plus, je ne veux plus que mes étudiants distinguent cette notion d'extra-financier. L'extra-financier doit rentrer dans le financier et inversement. Donc on a regardé avec d'abord Maria Scollan et Pierre Ducret, puis ensuite avec Natacha et Anne-Claire, où on pouvait mettre des cours de finances vertes, de finances durables, de finances répondant aux ODD 2030, etc. Et à chaque fois qu'on a pu le faire, il y a un intervenant qui viendra faire un témoignage, par exemple, plutôt que de faire expliquer la syndication d'un emprunt obligataire, et ben cet emprunt obligataire, ce sera une green bond. Pour pouvoir faire en sorte que les étudiants viennent naturellement avec cette dimension durable, ESG, extra-financier, et que ce ne soit plus un cas particulier de niche. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est relativement rapide, hein, mais ce que je veux, c'est amener mes étudiants à la réflexion de démonter les modèles mainstream pour en remonter d'autres. Et ensuite, aller chercher des postes dans les métiers d'avenir que sont ceux de la finance durable, mais ça ne devrait pas être un oxymore. Merci Catherine, merci pour votre engagement et votre détermination aussi. Alexandre, des réactions par rapport à l'étude et par rapport à ce que vous faites, vous, en termes de formation? Oui, bonsoir et merci d'offrir la possibilité d'échanger autour de ces sujets. Merci aussi vraiment pour cette étude qui est très importante, hein. À partir de là, constitue une base sur laquelle aussi on peut réfléchir, y compris, et puis donner aussi des éléments aussi aux étudiants, hein, pour eux-mêmes qui se fassent une représentation actuellement d'où en est le marché autour le marché de l'emploi, autour de la finance durable et ce qu'il y a derrière. Et donc par rapport justement à mon activité en termes d'enseignement, puis aussi de recherche de la finance durable. Alors donc je suis enseignant-chercheur à Groupe Paris Tech et chercheur au CIRED et chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine. Et dans le cadre donc déjà d'AgroParis Tech, en troisième année du cursus ingénieur, en fait, est offert une spécialité, est proposée une spécialité en finance durable, en fait, qui est une ancienne spécialité en finance qui a été que j'ai reprise pour la réorienter en finance durable. Par ailleurs, dans le cursus ingénieur, aussi a été rendu obligatoire aussi des cours de comptabilité écologique. Et j'ai l'occasion aussi d'intervenir en comptabilité écologique, qui est ma spécialité, dans d'autres établissements de l'Université Paris-Saclay, dont dépend un groupe Paris Tech, et dans d'autres établissements en dehors de Paris-Saclay, dont Cage et bientôt Neoma. Et alors, le point sur lequel j'aimerais vraiment revenir, alors déjà en écho avec ce que Catherine vient de dire, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est il y a un des experts qui a été mentionné dans le rapport, qui revient sur la comptabilité carbone. Et moi, en lien aussi avec mes travaux et la façon dont j'ai d'appréhender la question de la finance, je pense qu'on ne peut pas non plus désinsérer la question de la finance durable de la comptabilité écologique. Je pense qu'il est nécessaire aussi de réintégrer cette dimension-là dans la compréhension de la finance durable. Parce que, on va dire, dans la finance classique, hein, les liens entre finance et comptabilité sont des choses assez naturelles. En fait, la comptabilité qui permet de structurer les performances, qui ensuite permet de comprendre les notations extra-financières et après d'avoir en tout cas la base de la finance. Quand on passe sur la finance durable, c'est moins clair et donc il me semble absolument nécessaire de rappeler que voilà, si on veut vraiment avoir une structuration de la finance durable à terme, on doit aussi avoir derrière l'idée qu'on doit faire évoluer les systèmes comptables
Et il me semble que la finance durable, un des intérêts, enfin, un des objectifs aussi, c'est de plaider pour une évolution des systèmes comptables. Et d'ailleurs, c'est ça a été souligné comme une des ambitions au niveau européen du plan d'action pour une finance durable, hein, dans le rapport introductif du HLEG, hein, du groupe de haut niveau en finance durable. Il a été mentionné que la comptabilité durable devait être une ambition de la finance durable. Et du coup, ça amène à un autre point qui est aussi tout aussi important, et alors là, qui est vraiment au cœur des différents enseignements que je peux donner ou qui sont dans le cadre, par exemple, donc de la spécialité finance durable que je dirige à EcoParisTech, qui est que la comptabilité et la structuration des informations permet d'aller sur une vision en termes de controverse. C'est-à-dire que la structuration de l'information comptable n'est pas neutre, qu'il y a derrière des choix, des conventions, des choix de société, des conventions qui sont aussi même politiques, qu'on sait que déjà au niveau financier, il y a des oppositions entre les comptabilités dites internationales, avec les IAS-IFRS ou les comptabilités françaises, et que tout cela en fait se retrouve et même est ravivé, voire renforcé dans la comptabilité extra-financière. Et donc, qu'il y a, voilà, par le biais de la comptabilité, la possibilité de se saisir de ces controverses et de voir ce que ça fait aussi sur la structuration après de la finance et des finances durables. Et donc de voir qu'il y a des comptabilités écologiques et en regard des finances durables. Et justement, cette structuration, c'est intéressant parce que là, on a eu un exemple récemment, puisqu'il y a au niveau européen la révision de la directive NFRD, donc Non-Financial Reporting Disclosure, sur donc la publication des informations extra-financières qui donne en France la DPEF. Et dans le cadre de cette révision, l'autorité des marchés financiers, enfin la commission finance durable de l'autorité des marchés financiers, a émis une réponse sur la question donc comptable, en expliquant qu'il devait y avoir une prise en compte dans la comptabilité et dans la façon de concevoir la comptabilité extra-financière, la valeur intrinsèque de l'environnement. C'est-à-dire qu'à partir d'une réflexion comptable, on est allé sur des enjeux qui sont des enjeux en fait a priori philosophiques sur est-ce que l'environnement a une valeur intrinsèque ou est-ce qu'on est simplement sur une conception de l'environnement en termes de services écosystémiques. Et c'est ce genre de questionnement que voilà, la structuration comptable peut faire émerger, y compris sur quand on est dans des débats totalement officiels, institutionnels. Et donc voilà, c'est comment est-ce que, à travers l'enseignement de la comptabilité, on peut faire émerger des débats philosophiques, politiques, etc. Et en regard ce que ça donne sur la finance. Et donc voilà, pour terminer, comme je le disais, c'est vraiment l'esprit dans lequel je conçois donc à la fois la spécialité finance durable ou les autres enseignements que je peux avoir, soit en comptabilité, soit en finance. Et il me semble que derrière, en termes d'expertise, de montée en expertise des étudiants qui sortent, cette capacité en fait de restructurer, de recomprendre derrière la finance par les systèmes comptables et les controverses permet d'apporter un vrai gain et une vraie qualité en fait d'analyse in fine. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Je vais passer la parole à Christophe Révelli de Kedge. Christophe, si vous avez un point de vue complémentaire. Bonsoir à tous. Je ne sais pas, je pense que vous m'entendez. Donc, oui. Bonsoir, merci. Merci. Donc, je vais prendre la suite de mes collègues, Catherine et Alexandre, que je suis ravi de retrouver. C'est des copains avant tout, presque. Avant de parler du même sujet, on parle d'autres choses aussi. Puis, je pense qu'on est engagé sur les mêmes thèmes. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous tous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'étude, effectivement. Très importante, ça fait du bien de voir que on a des organisations qui se penchent sur ces sujets et qui ont envie de les pousser, parce que je vous avoue que maintenant, depuis 10 ans que je travaille dans ce métier et depuis de nombreuses années où parfois on se sent un peu seul sur le sujet, ça fait du bien. Donc, je vous remercie pour ça. Moi, je voudrais rajouter un point en lien avec l'étude aussi qui a été donc réalisée. Pareil, sous un regard d'expert en fait qui affirme, et ça c'est un sujet qui remonte assez souvent, il y a une phrase qui ressort, qui dit « L'offre en formation initiale explose » et les écoles, les universités ont tendance effectivement maintenant à proposer ces doubles cursus et ces doubles compétences. Alors c'est vrai, moi je suis ravi de voir depuis quelques années maintenant qu'il
il y a beaucoup de mes confrères, beaucoup d'institutions qui développent des cours, qui développent des thématiques sur ces sujets. Après, je mettrai une petite limite sur cette phrase, notamment par le fait que il y a aussi beaucoup, je dirais, c'est un marché, la finance durable, ça se développe, hein, donc effectivement, il y a aussi pour certaines institutions un marché à prendre, hein, donc c'est-à-dire un aspect un peu de différenciation dans les marques, ces nouveaux créneaux de la finance, il faut y aller, c'est différenciant, ça va nous ramener des étudiants, etc. Il y a un côté un peu business derrière ça. Et puis donc, du coup, on se retrouve parfois avec des formations qui proposent des formations finance, qui proposent des cours, mais qui ont toujours, comme le disait Catherine très justement tout à l'heure, cette non-capacité à intégrer. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire un cours de 14h à 17h sur l'éthique des affaires et puis sur la responsabilité sociale, sur le développement durable, les enjeux climat, etc. avec un expert. Et puis ensuite, de 17h à 20h, vous allez envoyer vos étudiants dans un autre cours où ils vont apprendre le training de haute fréquence et le codage d'algorithmes. Donc en fait, il y a aussi c'est très intéressant, je trouve, de réfléchir dans la manière de l'intégration. C'est-à-dire, pour moi, la vraie question, c'est proposer des parcours qui ont cette capacité à intégrer les logiques de développement durable et de climat au sein des pratiques financières. L'idée, presque à terme, ce serait qu'on arrête de parler de finance durable et qu'on parle que de finance et que ce soit complètement intégré. On a encore à parler de finance durable. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre les lumières sur des sujets qui sont encore, comme le disait aussi Catherine tout à l'heure, des sujets de niche pour les étudiants. Et bon, nous, ça fait 5 ans qu'on a démarré notre master, donc on a ouvert un master 100% dédié à la question de la finance durable. On propose 450 heures de cours. On a à peu près 300 heures de cours sur la finance durable spécifique. Donc, on a dû former 120 étudiants vraiment sur ces sujets depuis 4 ans. On a à peu près 20 à 30 étudiants tous les ans. Effectivement, quand on a démarré tout petit. Les étudiants se posaient toujours la question de se dire bon, mais oui, mais les débouchés, les métiers, c'est quoi? On n'a pas de visibilité parce que c'est pas assez, voilà, il n'y a pas assez de visibilité. Aujourd'hui, on l'a plus. Mais pour moi, cette question, c'est vraiment comment déjà, effectivement, on intègre. Du coup, ça repose la question, et ce que disait Alexandre aussi, du rôle de la finance quelque part. Est-ce qu'on peut penser que dans les objectifs qu'on se fixe à 1,5-2 degrés horizon 2100, on peut réaliser ces objectifs-là ou réaliser l'agenda 2030 avec une finance qui est ce qu'elle est en termes de pratique? C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible? En gros, est-ce qu'on peut continuer dans un monde où la croissance est infinie ou dans un monde où les ressources, elles, sont bien finies? Donc, ça veut dire qu'il faut aussi repenser dans ces formations le rôle et la mission de la finance. Et ça veut dire que sur des cours fondamentaux, notamment des cours de macroéconomie, etc., il faut aussi repenser le rôle des politiques monétaires. Il faut aussi repenser la réforme structurelle des marchés financiarisés. Il faut repenser les indicateurs macroéconomiques. Est-ce qu'ils sont adaptés à ces enjeux de climat ou pas? Il y a beaucoup de cours qui doivent être réformés, qui doivent être revus. Et je pense que ce qui est complexe aussi, c'est pour beaucoup de nos collègues, c'est de se dire qu'il faut repartir un peu de zéro presque. C'est-à-dire repenser les contenus pédagogiques. Nous, ça nous a pris, c'est la 5e année à la rentrée prochaine. Ça nous a pris du temps à construire des contenus pédagogiques avec tous les collègues et tous les intervenants pour vraiment essayer de développer une offre qui soit robuste, quoi. Mais je pense que la question de l'intégration, elle est très, très forte. Il faut vraiment penser à effectivement essayer dans toutes les pratiques financières. Par exemple, un cours de capital investissement ne peut pas être dissocié d'un cours d'impact social. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument intégrer dans les cours de capital investissement des mesures d'impact sociaux. C'est-à-dire que le private equity, ces gens-là doivent arriver systématiquement dans des due diligence qui sont ESG, dans tous les deals, dans les cours de fusion-acquisition, ça doit être intégré. C'est-à-dire que dans toutes les pratiques financières, quelque part, dans tous les métiers, c'est un double regard qu'il faut avoir. Et ça, effectivement, c'est une question qui est très, très importante. C'est-à-dire, moi, j'invite mes collègues qui ont des idées sur ces sujets à aller beaucoup plus loin sur la question de l'intégration et arrêter quelque part l'aspect schizophrénique qu'on peut retrouver parfois dans certaines formations qui ont une double, je dirais, un double positionnement qui fait que les étudiants se perdent un peu au final, hein, c'est-à-dire ne retrouvent pas le sens. On a beaucoup d'étudiants qui sont venus nous voir en nous disant oui, mais en fait, finalement, on ne voit pas le sens réel, on ne voit pas le fil directeur. Ça, je pense que c'est une question très, très importante, c'est-à-dire l'intégration et au milieu de ça, se poser la question aussi de la réforme structurelle des pratiques et comment ces pratiques financières doivent se réencastrer dans l'objectif climat, dans l'objectif biosphère, dans l'objectif de durabilité. C'est-à-dire que la finance, c'est un outil, ça sert et ça ne se sert pas, en fait. Donc, ça doit servir une cause. Donc, nous, c'est de cette manière qu'on le voit. Dans le master, effectivement, on a créé il y a 5 ans, qui est à Paris, sur une version internationale, avec beaucoup d'acteurs de la place, donc des collègues de Finance for Tomorrow, effectivement, Pierre Ducré, Maria Scolan depuis le début, et bien d'autres aussi partenaires et entreprises engagées, académiques. Alexandre fait cours aussi avec nous dans ce master. Merci Christophe. Voilà. Je suis désolée.
J'ai le rôle difficile de time. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments complémentaires. Léa, Michel, je vous laisse la parole. Donc, Léa, Michel du Manifeste pour un réveil écologique. Et s'il y a bien quelque chose qu'ils ont fait l'année dernière, c'est vraiment lancer des alertes et un réveil, et ça a eu beaucoup d'impact. Je vous laisse la parole quelques minutes, puisqu'on désolé, il va falloir qu'on soit un peu rigoureux. Stéphane Nolan aura la parole pour la conclusion et on terminera par les questions-réponses. L'idée étant vraiment de pouvoir terminer à 19h10. Michel, Léa. Yes, bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, on veut remercier Anne-Claire et Natacha de nous laisser la possibilité de nous exprimer comme ça sur le sujet. Et bien sûr, nous aussi, on est très contents de voir cette étude-là puisque ça nous aide en fait dans notre engagement au quotidien de nous dire qu'il y a aussi des associations qui travaillent là-dessus avec des professionnels. Donc, on trouve ça génial. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis en master en dernière année à Grenoble École de Management, en master corp. Alors, Michel, on ne vous entend plus. Je vais prendre la suite dans ce cas-là. Léa, prenez la parole, oui. Je suis en master à Sciences Po, master finance et stratégie. Du coup, pour présenter vraiment en 2 mots le collectif, on a créé un manifeste il y a plus d'1 an maintenant pour mettre et essayer de mobiliser les acteurs à la fois de l'enseignement mais aussi de la finance sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment des questions qui nous tiennent à cœur. Et pour revenir, et j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qu'a pu dire Christophe, sur la question de l'explosion des formations dans ce secteur-là. Nous, c'est quelque chose qu'on met un petit peu en cause parce que tout notre combat aussi, c'est d'apporter plus de contenu pédagogique sur ces questions-là, à la fois donc, pour les entreprises et pour les écoles. Et donc, pour nous, il y a encore un travail à faire là-dessus. On aimerait aussi un petit peu parler du côté marketing. Dans votre étude, vous parlez du marketing comme des métiers à prendre en compte dans ce secteur de la finance durable. C'est aussi une question nous, qui nous intéresse parce qu'on se pose la question de savoir à quel point parler par exemple de greenwashing devrait faire partie de ce secteur de métiers-là. Donc voilà, sur la question des métiers, je pense que tout le reste a été dit et puis on rejoint tout ce qui a été dit précédemment par Catherine et Alexandre. Ouais, je suis désolé, ça a coupé. Pas de problème. Je vais laisser la parole à Anne-Claire puisque… ouais, peut-être que juste Michel quand même, on peut peut-être comme tu es revenu, on peut peut-être quand même te laisser peut-être dire 2-3 mots et puis effectivement on passe rapidement ensuite à la conclusion et aux questions s'il y en a. Yes, alors peut-être que Léa a pris mon relais, je ne sais pas, pendant que j'étais pas là. Oui, c'est le cas. Elle a pris ton relais, donc on te laisse vraiment 1 minute top chrono. Ok, en fait, ouais, nous, il y a un point quand même qui nous a beaucoup marqué, c'est la manière en fait dont la vision développée en fait par votre étude, qui est une vision très bottom-up, donc avec des collaborateurs qualifiés qui ont la possibilité de faire bouger les choses en répondant en fait aux exigences techniques, puisqu'il y a vraiment des exigences techniques sur la finance durable. Nous, en fait, on est complètement d'accord avec cette approche, mais moi, personnellement, pour travailler dans une banque aussi, je pense qu'il faudra aussi, ça passera également par une formation professionnelle au-delà d'une formation initiale, parce qu'il faut qu'il y ait une vision top-down qui soit mise en place également. Et ce sera en fait le couplage de ces 2 visions, top-down et bottom-up, qui, je pense, permettra de faire avancer ces questions-là dans le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement en créant des postes, entre guillemets, qu'on pourra mettre en place les critères ESG de manière efficace. Voilà, c'était un peu la conclusion de ce qu'on avait prévu de dire par rapport à l'étude. Merci Michel. Merci à tous. On pourra prendre, bien entendu, les questions. Je vois qu'il y en a qui peut-être vont commencer à arriver sur le chat.
but I will just switch in English because we are really delighted to welcome today Stefan Nolan, which is the CEO of the Financial Centers for Sustainability Network. Stefan, thank you again for joining us. I hope you have understood everything of the conversation in French. Sorry about that, but anyway, we thought it was really important to make the link between our own work in Paris, but also what you do with different other financial centers, especially European financial centers. So in your perspective, in your point of view, what is the kind of link that we can do with our study and what you see in different other countries, and especially in terms of skills gap and skill development, what we should do and what are the link that we can do between different other countries? Okay, thank you, Anne-Claire, and thank you, Caroline, for including me into today's discussion. And Natasha was also good enough to translate your report findings into English for me, which I really appreciate. And I should be apologizing to you, Anne-Claire. I am the ignorant one who can't speak a second language, in this case, French. So I do appreciate you all switching to English for me. I do appreciate it. I think, first and foremost, if I may, Anne-Claire, you know, Finance for Tomorrow needs to be congratulated for taking this leadership role. It doesn't matter what the European Commission or any national government does in terms of policy or regulatory environments. If the skills do not exist at the industry level, we will never scale up the capital to meet the Paris Agreement or the SDGs. So the fact that Finance for Tomorrow actually was one of our first members to do such a deep analysis of the skills gap and the needs in Paris is no surprise, given that you are a global leader in sustainable finance, and that's been very true for a long time. And obviously with Pierre as our co-chair, you guys are really leading from the front. So in terms of what does that actually mean? So if I may give one of the examples, so we know Abu Dhabi is really pushing to be a global leader in sustainable finance, and they're investing heavily in skills, but they're bringing in skills programs from abroad, from the City of London. One program in particular, they're doing something. We know in centers like Hong Kong are really putting a big focus on skills development. Again, recognizing that without the skills at the industry level, it doesn't matter what targets you're trying to set from a government level, you will not get the private capital. And the key thing, Anne-Claire, and you and I have discussed this in the past, again, back to what governments want to do, and we all want to support governments in achieving that because of the SDGs and the Paris Agreement. No government on its own has the capital to finance the transition. They need private capital. They need to crowd in enormous amounts of private capital to support these ambitions. And if you look at the EU New Green Deal, it needs trillions of private capital to support that. The key thing is that that private capital is not philanthropic, nor is it corporate social responsibility. It needs a return, and it needs a decent return. So what we're seeing, Anne-Claire, is among many of our 30 members around the world, they are starting a process that you have started already, and you're moving to your next phase of trying to understand at a financial center level, where is the gap? And the second example I gave is Ireland. And Anne-Claire, you know that last year, supported by FC4S Europe, Ireland undertook a deep dive into the skills gap around sustainable finance. And they looked out to the year 2025 and said, well, where is Ireland now in 2019? And the results were quite poor. At a banking and insurance level, they weren't really in the races. It was very, very limited sustainable finance knowledge. Asset managers was much further ahead. And on the back of that, Anne-Claire, on the back of that report, which was undertaken by Deloitte, the Irish government have given the Finance for Tomorrow equivalent €1 million to support a skills program for industry in Ireland around sustainable finance. And what does that mean at a practical level? And the reason why I say that to you is, wouldn't it be great if the French government was to turn around and support Finance for Tomorrow in pulling together a multi-million-euro skills program? What does that mean at a practical level? So during COVID, 300 Irish-based financial service professionals, including representatives from BNP Paribas and others, undertook the UN PRI Academy online courses in ESG. It cost around €150,000,
and they were fully funded with 100% grant from the government fund. So the industry participants do not have to pay any money to undertake, for their staff to undertake these courses, because the government are looking at it and saying, well, Ireland itself needs 100 billion between now and 2030, and it needs to bring in private sector capital. So that's just one example of one of the FC4S members that is looking at the skills agenda, and now with the support of their government is so, you know, putting money against where they want to be. But Dublin is not Paris, and Dublin is not a global financial centre, and Dublin does not have the pool of expertise to call upon that Paris does. And so it's actually critically important that Paris, among all the financial centres in the world, the Londons, the Paris, the Frankfurts, the New Yorks of this world, actually really go deep into the skills agenda, because that's where most of the capital is in these big financial centres. And if the big financial centres or the bigger financial centres are finding challenges in skills, well, then we have a big problem, as I said, to meet the EU objectives. If I can make just two more final points, if I may, Anne-Claire. One of the key things we're seeing among all our 30 members, and again, we've discussed this before, there are 5 key things that are holding back the sustainable finance agenda globally. The first one is a lack of talent. In every single financial centre, there's a challenge. The second one is there's too many initiatives around sustainable finance and ESG. Not enough of them are standard backed. So companies are getting confused. What do they sign up to? And every time they sign up to something, it costs that company money. The third one is the data around ESG is quite poor. And so there needs to be a lot of investment in the capabilities and capacity around understanding the data. The fourth one is product development. In order to meet these trillions that we require, we need new products at the financial services sector developed, or existing products upgraded. And without the skills, we won't be able to do that. And then obviously there's the enabling environment, policy and regulatory. At a European level, what does that actually mean? Going back to what we've seen in recent months, and even before COVID, there was a big push on sustainable finance in the European Commission. Now with the new Green Deal and the importance of sustainable finance, what we are seeing, Anne-Claire, is that, again, the private sector needs to crowd in its capital on top of the European Commissions and the EIB and the European Central Bank and everything else that's happening. European capital needs to crowd in on top of that. And so the piece of work that we are doing, Anne-Claire, and supported by the Commission and supported by Finance for Tomorrow, is we're doing what you are doing in Paris at a pan-European basis. And we're doing a survey at the moment, and we will, in a few short weeks, be able to turn that survey and its results into an analysis and a report with a series of recommendations to present to the European Commission to say, look, it's fantastic that you're doing all these policy and regulatory frameworks. However, you now need to start supporting Europe's financial centres to upskill its participants in the capital markets. And again, I don't want to prejudge that because I'm not writing it, but look, I would love to see an ask be made of the European Commission to establish a dedicated fund to assist European financial centres support industries upskilling at a sustainable finance level. So those are the things we're looking at, Anne-Claire, and it's great to have Finance for Tomorrow, you and Natasha and the team support us in that work. Thank you very much, Stefan. Thank you. So what I understand at the end is that we just need to ask for more money. Yeah, right. If you think about it, and I'm a former government policy advisor, at the end of the day, a few million to the European private sector now will lead to the scaling up of trillions of euro. So in terms of a return on investment, it's staggering. That's if we can convince the policymakers. At the same token, the policymakers are asking industry to do a lot, and it's going to cost industry a lot to bring in all these. And it's the right thing for industry to do as well. So don't get me wrong. But at the end of the day, if the Commission, at a minimum, can help create a framework or a fund, and there's a lot of different funds of the Commission, and I'm not saying that money is always well spent, but I think the return that they would get in supporting European financial centres such as Paris to develop a programme to upskill financial service participants, and the industry participants can match that fund, will have a staggering return on investment. Yeah. And my last point then is, remember when Europe led the way in mobile technology? Remember when we had Nokia and we had Ericsson, and they were the leaders in mobile globally? Europe right now is a leader in sustainable finance. And it's not just Europe that needs to be decarbonized, the rest of the world needs to be decarbonized. So why can't European capital support the rest of the world's decarbonization, and European technology and knowledge be the widgets and the services? And without the skills, we won't be able to achieve that.
Well, thank you very much. Thank you, Stefan. And so we are just so happy to be part of the network, and we see that there is a lot to do, and we have a very challenging perspective even at the European level. So thank you again for joining us. Sorry, I will switch to French because No, thank you. Yeah, thanks to you. I think it was very helpful, and see you later. Thank you again, Stefan. Thank you, Caroline. Thank you, Natasha and Anne-Claire. Bye-bye. Thank you. Du coup, je repasse en français et on va utiliser les 10 minutes qui nous restent pour prendre les quelques questions. Mais vraiment, ça nous semblait utile de pouvoir vous donner cette perspective un peu plus internationale sur ce qu'on fait avec le réseau des places financières et puis surtout les enjeux aussi au niveau européen. J'espère et je crois qu'il y a peut-être des représentants encore dans les participants de certains ministères et des pouvoirs publics qui ont entendu l'appel à mobilisation et à besoin de financement aussi que l'on peut avoir aussi pour, c'est encore un exemple de co-construction publique-privée aussi dont on a besoin, y compris sur ces sujets de montée en compétences et de formation. Merci à tous les intervenants. Je vous propose de rester encore avec nous avant que tout le monde parte pour le dîner. Je vois qu'on a quelques questions qui arrivent, qui sont arrivées sur le chat. Je vous propose d'en prendre quelques-unes et puis voilà, de voir qui veut prendre les questions. Alors, si je commence, côté Cage, Christophe, je vois une question sur le chat qui nous dit question sur la finalité des métiers de formation tels que celle de Cage, plutôt corporate ou market finance. Est-ce que les deux domaines sont aussi complémentaires avec des cours intrinsèquement durables? Je vais répondre oui. Oui. Alors après, moi, je suis pas trop partisan de la séparation corporate market. Pour moi, la finance interagit dans différents milieux, mais la finance de marché, c'est un outil qui permet effectivement à certains agents de pouvoir se financer. Mais effectivement, je dirais oui, dans le sens où nous, nos étudiants, par exemple, ce qu'on voit quand ils sont embauchés, ils ont des métiers spécifiques à la finance durable, mais dans l'ensemble des secteurs des industries financières, ça peut toucher effectivement plus des métiers qui sont ciblés sur les instruments financiers de marché et effectivement plus des parties sur le financement même, la structure financière ou direction financière ou effectivement la fusion-acquisition, etc., ou le conseil même. Donc, on est effectivement dans les deux. Parce que c'est transversal, comme on disait tout à l'heure, il y a une forme d'intégration. Mais moi, pour répondre de manière assez courte, je dirais, on a des étudiants dans les deux, entre guillemets, dans les deux industries. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, merci. J'ai deux questions qui apparaissent. Alors déjà, question pratico-pratique. Oui, on partagera bien entendu, effectivement, l'étude sera diffusée largement demain et sera bien entendu envoyée à tous les participants au webinaire de ce soir. Anne, Natacha, j'ai peut-être une question pour vous. Effectivement, il y a des éléments de réponse, je pense, dans l'étude sur existe-t-il des formations pour des praticiens déjà en exercice, par exemple en private equity? Et si oui, dans quelle mesure sont-elles selon vous pertinentes? Je crois qu'effectivement, dans l'étude, il y a quelques formations ou organismes qui ont déjà été identifiés. Nous, on a interrogé donc Novetic, qui est un peu le précurseur en fait de la formation professionnelle dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, ils travaillent sur des sujets. Alors, je ne sais pas si ils travaillent sur des sujets plutôt généralistes. Il y a des sujets, oui, il y a des sujets très, très spécifiques. Effectivement, Novetic a développé une offre de formation, mais vous le verrez aussi dans l'étude. Il y a la SFAF qui développe aussi vraiment des formations spécifiques pour les analystes financiers. Nous, on a une réflexion aussi qui est en train de s'enclencher avec l'AMF sur justement un projet de certification sur les certifications que l'AMF donne à beaucoup d'acteurs financiers devraient aussi pouvoir, selon nous, intégrer les enjeux de durabilité. Donc, effectivement, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire, comme sur tous nos sujets, mais il y a en tout cas des formations qui se développent. Et puis, côté private equity, Natacha, peut-être que tu veux compléter, mais je crois aussi que France Invest commence aussi à mettre des choses en place. Donc, France Invest, qui est l'association professionnelle du capital investissement français et qui a aussi une commission développement durable qui est très active.
Alors, peut-être, pardon, quelques questions en plus. Alexandre, pour vous, je vois une question sur les enjeux de comptabilité. Alors, je dis Alexandre, mais en fait, Natacha et Anne aussi, vous pouvez réagir parce qu'effectivement, c'est lié à l'étude. Sur les enjeux de transformation de la comptabilité évoqués par Alexandre Rambaud, avez-vous identifié dans l'étude des métiers en entreprise à la charnière de la finance durable et de l'audit ou contrôle de gestion? Alexandre, peut-être que vous pouvez quand même répondre, vous, dans votre perspective, dans les cours que vous donnez. Et puis Natacha ou Anne, si vous voulez répondre un peu plus précisément. Oui, alors de façon très générale, alors à la charnière, je ne sais pas, il y a effectivement des métiers qui sont orientés contrôle environnemental, enfin audit, contrôle et reporting extra-financier. Là, à ma connaissance, j'aurais tendance à dire le lien, la liaison n'est pas encore complètement claire et pas encore complètement faite entre enjeux de reporting extra-financier, finance verte dans les métiers. En tout cas, à ma connaissance, mais en fait, il y a un métier dans les deux volets un peu séparés encore, en fait. Merci. Je pense que ce qu'on a pu identifier, donc, par exemple, dans les résultats au questionnaire, il y a eu quelques réponses côté audit, contrôleur interne. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait déjà des réponses quand même de ces professionnels et on pense que c'est absolument indispensable. Et vraiment, dans un des échanges qu'on a eus, le rôle des contrôleurs de gestion, enfin, de se dire qu'ils ont vraiment des outils d'analyse à leur disposition. Enfin, ils pourraient avoir un rôle très important, notamment pour le financement des entreprises et piloter beaucoup de choses. Même ça rejoint ce que dit Alexandre, mais ce n'est pas encore tout à fait présent alors qu'il y a un potentiel d'impact très fort. Merci. Peut-être là, je vois quelques questions, mais il nous reste à peine quelques minutes, donc on va bientôt conclure. Mais en tout cas, ce que je vois aussi et qui est un des éléments que nous, on a vraiment vu aussi apparaître grâce à l'étude, c'est, je vois des commentaires sur le besoin, notamment dans le secteur bancaire, de positionner à la fois la stratégie des groupes, mais que ce soit aussi aligné avec les politiques RH. Enfin, très clairement, je vois une remarque sur le chat sur le fait que les banques qui se positionnent sur les marchés de la finance durable n'ont pas forcément, aux yeux de certains, des politiques de recrutement en adéquation avec cette volonté de se positionner sur le marché. Et je crois que ça, très clairement, peut-être Natacha, Anne, si vous voulez peut-être avoir un dernier mot avant qu'on termine le webinaire sur ça. Je crois qu'effectivement, c'était un des messages aussi assez central c'est un des messages assez central de l'étude, le besoin de mobiliser et d'aligner à la fois la stratégie que peuvent avoir et qu'ont de plus en plus les acteurs financiers avec, de l'autre côté, la politique RH qui ne suit pas encore forcément très bien. Oui, enfin, ce qu'on a appris de l'étude, c'est qu'en effet, les RH aujourd'hui, elles ne sont pas impliquées sur le sujet et la transition de métier. C'est un sujet sur lequel, manifestement, les dirigeants ne les ont pas mobilisés là-dessus, contrairement à tout ce qui s'est passé sur la transition numérique, où là, elles ont vraiment bossé sur la transition, sur la transition finance à finance responsable. Aujourd'hui, elles ne sont pas du tout informées de la question. Elles ne se sont pas emparées du sujet. Pour compléter, si on regarde la réglementation européenne et la révision des grandes directives à venir pour le secteur financier européen, on voit qu'il risque d'y avoir de plus en plus d'obligations de moyens sur les compétences ESG de tous les professionnels de la finance, notamment audit, risque, conformité, et qu'il y a même des recommandations sur le fait que vraiment les objectifs ESG soient portés au niveau des dirigeants. Et il y a même déjà des pistes sur la rémunération liées avec des objectifs ESG. Et c'est vrai que
C'était Michel qui parlait de l'interaction entre bottom-up et top-down. Et c'est vrai que ça va être nécessaire et c'est un des messages importants de l'étude, la mobilisation des responsables des ressources humaines qui semble indispensable. Oui. Merci Natacha. On arrive à la fin de notre webinaire. Je tenais vraiment à remercier l'ensemble des intervenants pour la richesse des discussions et des échanges, puisque ça nous a vraiment permis d'avoir des points de vue extrêmement diversifiés et puis de faire un écho, vraiment, c'est ce qu'on voulait à l'étude qui est beaucoup plus orientée métier, professionnel et formation. On vous invite bien entendu, il y a un petit peu de suspense, mais vous avez quand même eu dans les slides de présentation d'Anne et Natacha les grands enjeux d'études. En tout cas, on vous invite à lire dans le détail. On espère que vous ferez un bel accueil et que vous partagerez cette étude dans vos réseaux auprès des étudiants, de vos collègues, auprès des ressources humaines aussi, dans les dimensions recrutement, mais aussi dans les équipes concernées. Donc, l'étude sera disponible dès demain. Comme vous êtes inscrits au webinaire, vous la recevrez tous. Et puis, dernier petit teasing, je l'ai dit en début de webinaire, mais à la fois, on a eu notre questionnaire qui nous a permis d'avoir quand même plus de 120 réponses en à peine quelques jours. Sans doute, et on viendra vers vous, qu'on prolongera peut-être ce questionnaire sur l'été pour avoir un panel plus représentatif, et on se dit que c'est un indicateur qu'on veut pouvoir faire vivre et ce sera sans doute utile d'avoir des mises à jour régulières dans l'année. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, on vous l'enverra aussi avec l'étude. Et puis enfin, dernière chose, si vous pouvez, j'espère que la conclusion de Stéphane Nolan vous a encouragé à cela, si vous pouvez répondre au questionnaire aussi qu'on va vous partager, qui a déjà été mis en ligne du réseau FC4S pour avoir des éléments de comparabilité sur les besoins de formation dans les différents pays européens. Ça serait extrêmement utile et pertinent pour nous de pouvoir donner des éléments de réponse sur les besoins côté français. Voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci à Caroline et à l'équipe de Burdeo. Merci à Anne et puis à Natacha surtout pour le formidable travail qu'elles ont produit en quelques semaines et dans un contexte de confinement. Donc, je rajoute aussi quand même une difficulté qui n'a pas été des moindres pour mener les entretiens. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.